C'est inacceptable. Pour une deuxième année consécutive, Équipe Canada Junior s'incline en quart de finale aux mains de la Chicky Pellerino sur un but marqué dans la dernière minute de jeu. C'est le jour de la marmotte. Puis l'an prochain, je veux ma marmotte morte. Aujourd'hui, je reviens sur ce fiasco-là qu'aura été ce tournoi junior 2025 pour le Canada. Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment afin d'avoir cette marmotte morte? Je reviens sur quelques joueurs également que j'ai présentement de classer entre 6 et 15 dans mon plus récent classement. Entre autres, Jake O'Brien, Malcolm Spence et surtout notre cher Caleb Desnoyers, pour qui j'ai peut-être pas suffisamment été assez généreux dans ma plus récente évaluation. Finalement, est-ce l'heure de la rédemption pour Ivan Ryabkin? Aura-t-on droit à une rédemption à la Marc Arcan? Mais ça, nunchaku pis tout, là. Bref, épisode enregistré le 3 janvier 2025. En tout cas, bienvenue au podcast Briser la glace. Oh, non, pas celle-là. Bon matin et surtout, bonne et heureuse année, chers auditeurs. Félicitations à vous pour ce beau tour autour du soleil qu'on vient de compléter ensemble, en espérant que vous avez pris un bon verre de bière avec la cuisinière, ou comme disait Mme Brisson à la soirée canadienne, « Je veux boire du rhum, je n'ai pas encore bu. » Mais au-delà de toutes ces festivités, le temps des fêtes puis le début de l'année, ça représente, bon, pour les détraqués comme nous autres, surtout le championnat mondial junior. Puis on va se le dire, en termes de déception, le Canada m'a pas déçu cette année. J'ai suivi, le tournoi du mieux que j'ai pu, là, en toute honnêteté, j'étais parti dans le sud, là. By the way, chapeau à moi pour ces 12 jours de sel bien dur là-bas. D'habitude, c'est un peu plus compliqué, là. En fait, comme dirait le commentateur Harry Mouski... La selle, un petit peu molle et... Ça, c'est dit. Bref, le championnat mondial junior, pour ceux qui l'auraient peut-être un peu moins suivi, après une défaite de 3-2 contre la Lettonie, oui, j'ai dit ça. Le Canada a eu une victoire peu convaincante de 3-0 contre l'Allemagne, suivie d'une défaite gênante de 4-1 contre les États-Unis, avant de perdre encore de finale contre la Tchéquie. Après 5 matchs, le Canada a aucun joueur dans le top 46 des meilleurs pointeurs du tournoi. En fait, ses 2 meilleurs pointeurs ont 3 points en 5 rencontres, Braden Yager ainsi que Easton Cowan. L'équipe a terminé au 6e rang pour les buts, avec 13, seulement un but de plus que l'Allemagne et la Suisse. Le Canada a aussi terminé au 6e rang pour le pourcentage de jeu sur le jeu de puissance, ainsi que sur le désavantage numérique. Le Canada a aussi terminé au 1er rang. Toutefois, c'est pour le nombre de pénalités reçues, avec 34 mineurs, 1 5 minutes puis 2 10 minutes. En nombre de pénalités reçues, pas de minutes, là, en nombre de pénalités, c'est le double d'équipes comme la Suède, l'Allemagne, la Slovaquie. Défensivement, 2 blanchissages sur 5 matchs, puis l'équipe a accordé le moins de buts dans tout le tournoi. Il y a au moins ça de positif. Mais oui, c'est 11 buts contre, mais c'est seulement 13 buts pour. C'est gênant pour l'attaque. Surtout considérant que la Tchéquie a marqué 14 buts en un seul match contre le Kazakhstan. Évidemment, le Canada jouait dans un groupe beaucoup plus relevé, mais 3 buts contre l'Allemagne et 2 buts contre la Lettonie, c'est inacceptable. On le savait, Équipe Canada avait été construite pour être bonne défensivement, mais manquait possiblement de punch à l'attaque. Dès l'annonce de l'alignement, les partisans pointaient du doigt l'absence de joueurs comme Beckett Seneca, Andrew Crystal, Michael Hage, Michael Misa, Liam Greentree, Zane Parek et Carter Yakimchuk, qui ont été ignorés aux dépens de joueurs, plus vieux, mais avec moins de punch offensif. C'est une équipe, qui avait l'air très défensive, puis ça a en effet manqué de jus un petit peu. On le sait, ce tournoi-là, c'est un tournoi de joueurs de 19 ans. On peut comprendre, en ce sens, la sélection de joueurs comme Mathieu Catafort, Pinelli, Gauthier, Aki, etc. Le hic, c'est qu'il y a énormément de joueurs de 18 ans présentement qui sont meilleurs que ces joueurs de 19 ans-là qui ont été sélectionnés. Est-ce que c'est signe que la QV de 2023 était faible ou encore que le hockey au Canada est malade? Pas nécessairement, tu sais. En fait, il faut comprendre que quand une nation produit des espoirs de premier plan, ceux-ci vont joindre la LNH très rapidement, puis vont pas être prêtés pour ce tournoi-là.
C'est le cas entre autres de Connor Bedard et Zach Benson, qui étaient encore éligibles au tournoi. Adam Fantilli, bon oui, dans la LNH, mais c'est un late, fait qu'il n'aurait pas été éligible, mais bon, c'est un peu la même situation qui a joint la LNH très rapidement. Fait que tu sais, la plupart des meilleurs joueurs de 19 ans au Canada ne pouvaient pas jouer au tournoi. Puis bon, on peut ajouter à la liste là, Macklin Celebrini, là, même s'il a seulement 18 ans. Donc la question se pose, est-ce qu'il est préférable d'aller chercher le plus de joueurs le plus vieux possible, donc des joueurs là, idéalement repêchés en 2023, même s'ils sont pas nécessairement les meilleurs joueurs disponibles, ou est-ce préférable d'aller chercher des joueurs un petit peu plus jeunes, donc repêchés en 2024 ou éligibles en 2025, mais qui sont plus talentueux? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre, mais c'est pas nécessairement l'avenue que l'équipe a pris ici. Ça a été construit un peu avec les deux. En fait, visiblement, on n'est pas allé 100% avec des gars de 2023 par manque évident de profondeur. Mais on a ajouté, c'est ça, plusieurs 2024, dont Luchenko, Catton, Dickinson, Baudouin, Howe, ainsi que 2 2025 en Schaefer et Martone, ainsi que McKenna de 2026. Étant donné qu'il y avait donc, c'est ça, plusieurs jeunes joueurs déjà dans l'alignement, je pense qu'on était réticents à continuer d'ajouter d'autres jeunes joueurs à cette formation, même s'ils étaient plus talentueux. Puis je pense qu'elle a l'erreur. En date d'aujourd'hui, Liam Greentree est le meilleur pointeur de la OHL, un seul point devant Michael Misa. Martone est également dans les meilleurs pointeurs de la OHL, tout comme Beckett Seneca. Donc tous plus productifs que tous les autres joueurs sélectionnés, malgré qu'ils soient plus jeunes. On sait que Greentree, Misa, Seneca ont été ignorés. Martone a été sélectionné, mais il a été benché 2 matchs. Et les matchs qu'il a joués, écoute, il a très, très, très peu joué. Puis un peu constat similaire, je dirais, en WHL également. Donc oui, historiquement, c'est vrai que c'est un tournoi de 19 ans. Puis cette année ne fait pas exception. T'sais, en date d'aujourd'hui, après 5 matchs joués pour toutes les équipes, les meneurs du tournoi pour les points sont majoritairement des gars de 19 ans. Dvorsky, Sandin Pelika, Stankel, Perrault, Leonard, Pikarczyk, Wahlberg, etc. Mais on retrouve également dans les meilleurs pointeurs du tournoi James Higgins et à égalité au 3e rang, à un seul point de la tête. Même chose pour Cole Hudson, repêché l'an dernier, ou Victor Eklund, qui connaît également un excellent tournoi qui est éligible cette année. Puis ces gars-là, produisent bien, parce qu'ils ont beaucoup de temps de jeu aussi. C'est normal que McKenna et Martone n'ont pas eu la production la plus impressionnante. On ne leur a pas donné les rênes de cette équipe-là, comme on a fait avec James Higgins pour les Américains. L'année de Connor Bedard, on lui a donné les rênes de cette équipe-là, puis il a réalisé une des meilleures performances de l'histoire du tournoi, malgré qu'il avait que 17 ans. Martone, il a dominé le tournoi U18 une année avant son repêchage, et ce, aux côtés de Gavin McKenna, by the way. Il est capable, Martone, de produire si tu lui donnes du temps de glace de qualité puis des bons partenaires de trio. Il n'a pas été incroyable, je suis d'accord. Mais il n'y a aucun joueur du Canada qui a été incroyable non plus. Fait qu'il faut pas juste pointer Martone du doigt. En fait, c'est un des plus jeunes joueurs de l'équipe. Fait qu'on pouvait s'attendre à une production peut-être inférieure par rapport aux joueurs de 19 ans, tu sais. Ceci étant dit, Martone, il n'est pas si jeune que ça. Oublions pas qu'il a déjà 18 ans. C'est un late. Il n'est pas bien plus jeune que les plus jeunes de l'année d'avant. Fait qu'on aurait pu y donner autant de temps de glace, en fait, que des joueurs de l'année précédente. Bref. Fait considérant que les meilleurs 19 ans au pays, les Bedard, Benson et compagnie, n'étaient pas disponibles, je serais allé all-in sur le talent sans trop regarder l'âge. Mais surtout, je serais allé avec des duos qui marchent déjà bien dans le junior, afin d'assurer déjà avoir une chimie installée dans l'équipe, ce qui manquait clairement dans cette édition-là de Team Canada. L'équipe avait la chance cette année d'avoir 4 des meilleurs duos de toute la Ligue canadienne, mais bon, ils en ont assemblé absolument aucun, soit par non-sélection ou tout simplement par mauvais coaching. Puis c'est pas à chaque année qu'on a ce luxe-là d'assembler les meilleurs duos de la Ligue canadienne, tu sais. Les 4 que je vois, premièrement, à Brampton, ils ont sélectionné les 2, Porter Martone et Carson Rakoff, qui jouent ensemble et qui est probablement le meilleur duo de toute la CHL. Ils ont joué un beau gros total de 0 minutes ensemble. Quand c'était pas un qui était scratch, c'était l'autre. Puis c'est ça, très souvent, ils étaient les 13e attaquants.
Je sais que Martone en a déçu plusieurs, un peu comme Fantilli il y a 2 ans lors de son année de repêchage, mais m'en parler plus en détail de Porter Martone dans une vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines. Sauf que c'est ça, Martone, il est présentement le seul joueur de toute la Ligue de l'Ontario à avoir une moyenne supérieure à 2 points par match en ce moment. Il est capable de marquer, arrêtons de penser que c'est un jambon. Ensuite, l'équipe a sélectionné Callum Ritchie, ça c'est un no-brainer, sauf que ils n'ont pas pris son partenaire de jeu à Oshawa, qui est Beckett Seneca, qui cumule, by the way, Beckett Seneca, 22 points en 9 parties au mois de décembre. Personnellement, j'ai remis ensemble ce duo-là, qui est un duo excessivement dynamique. Autre duo qui aurait pu être assemblé, c'est celui de Easton Cowan et de Denver Barkey à London. Les deux qui semblent jouer ensemble depuis 8 ans, là, on faut se le dire. Je les aurais utilisés, mais peut-être plus comme 3e ou 4e trio d'énergie. Tu sais, Easton Cowan, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Je suis le premier à l'avoir critiqué là, pour ses mauvaises prises de décision et ses lancers de loin. Et que dire de sa feinte contre la Lettonie en tir de barrage. Bref, mais Easton Cowan, c'est un excellent joueur. Mais c'est ça, je pense qu'on lui en a trop demandé. On lui a donné l'étiquette de meilleur attaquant de cette équipe-là, mais c'est pas ça, Easton Cowan. J'aurais aimé le voir un petit peu plus nord-sud dans un rôle plus d'énergie. Puis avec Denver Barkey, ça a été parfait. Tu sais, Barkey, il est petit, mais il aurait amené de l'énergie qui manquait à cette équipe-là. C'était un petit nerveux, là, un peu comme Maître Marlin dans Série Noire. J'ai parlé 2 fois de Série Noire aujourd'hui. By the way, meilleure série ever au Québec. Je vous invite fortement à l'écouter. Un autre duo, en fait, le 4e duo est un peu différent. Celui-là, c'est pas 2 attaquants. En fait, c'est un attaquant et un défenseur, mais qui font la pluie et le beau temps à Saginaw. Michael Misa et Zane Parekh. En fait, j'aurais amené Parekh, mais comme 7e défenseur à la place de Bo Akey. Puis j'aurais donné la première vague d'avantage numérique à Zane Parekh. Ça aurait fait un beau backup pour bouger la POC suite à la blessure de Matthew Schaefer également, qui serait devenu là, en fait Parekh, un défenseur régulier suite à la blessure de Schaefer. Parce qu'on s'entend, à part Dickinson puis Molendyk, ça bougeait pas bien à la POC par la suite. Fait que les avantages numériques, ça aurait pu ressembler à ça. En gardant en tête les duos et tout ça. Le premier avantage numérique, évidemment, Gavin McKenna. Je trouve ça absurde qu'il n'était pas utilisé sur le premier avantage numérique cette année. Donc, Gavin McKenna, avec le duo d'Oshawa, Ritchie Seneca, et le duo de Saginaw, Misa et Parekh à la pointe. Il n'y a pas meilleur défenseur que Zane Parekh à la pointe pour rouler l'avantage numérique. Puis écoute, c'est 4 joueurs de talent exceptionnels qui joueraient avec lui. Au niveau du deuxième avantage numérique, écoute, c'est simple, t'as 4 gars de London qui jouent ensemble, qui ont une grosse chimie. Ça fait déjà au-dessus de 2 ans que tous ces gars-là sont ensemble. Fait que Dickinson à la pointe, Barkey, Cowan, Bonk sur le bumper. Puis habituellement, je pense que c'est Haltunen qui joue à gauche, mais tu le remplaces par un autre droitier. Puis il y en a d'excellents droitiers avec un bon lancer avec Team Canada. Porter Martone, Bradley Nadeau, Braden Yeager. Tu peux prendre n'importe quel de ceux-là, puis ça va marcher. Le power play à London, avec ces joueurs-là, c'est le meilleur de la OHL cette saison. 29,6% d'efficacité. Quasiment le meilleur de toute la CHL. Fait que pourquoi ne pas utiliser ce qui marche déjà, tu sais? Bref, je ne comprends pas. Puis, ou sinon, si tu peux pas utiliser ça, tu peux carrément faire une nouvelle unité avec Matthew Schaefer, le duo Martin Rakoff, Berkeley Catton. Tu peux même avoir Sam Dickinson là-dessus, ça marche. Pour la petite histoire, Cameron il a débuté le tournoi avec Oliver Bonk à la pointe sur la première vague d'avantages numériques. Mais Bonk, à London, c'est même pas lui qui est le carrière du jeu de puissance. C'est Dickinson. Bonk, il joue sur le bumper. Ça a été corrigé plus tard dans le tournoi, mais trop peu, trop tard. Bonk, c'est même pas un gars tant offensif. Il n'y a pas d'affaire comme premier défenseur. Quand t'as Dickinson, puis Schaefer, t'es même pas blessé encore. Bref. Puis, c'est ça. J'en ai parlé, mais McKenna, qui jouait pas sur le premier avantage numérique, ça aussi, ça fait pas de sens. C'était possiblement le meilleur joueur de cette équipe-là, à mon avis. Fait que c'est ça. À l'attaque, tu fais tes trios avec les duos qui marchent déjà dans la OHL, puis tu greffes à ça les autres éléments. Fait que j'aurais probablement fait là, des trios du genre Rakoff, McKenna, Martone. Donc, tu as le meilleur joueur de toute la Ligue de l'Ouest en Gavin McKenna, ainsi que le meilleur duo de toute la Ligue de l'Ontario. Puis, McKenna et Martone ont déjà joué ensemble au U20, puis ont montré une belle chimie. En fait, ils ont dominé le tournoi.
Puis McKenna puis Martin, c'est 2 des 3 seuls joueurs de toute la Ligue canadienne qui ont présentement 2 points par match cette saison. Le 3e, c'est Crystal, j'y reviens. Fait que c'est présentement dans les meilleurs joueurs de la Ligue canadienne, là, que vous le voulez ou non. Fait que donnons-leur le temps de jeu qu'ils méritent. Bref. Deuxième trio, ben, j'irai avec Michael Misa, Callum Ritchie et Beckett Seneca. Encore là, le duo Ritchie-Seneca de Oshawa. À qui tu greffes un gars pas piqué en Michael Misa. Ça l'aurait patiné en Saint-Sapin, ce trio-là, puis ça n'aurait pas manqué de créativité et de finishing. Troisième trio, en fait, j'aurais mis Berkeley Catton au centre et j'aurais mis aux ailes Easton Cowan et Denver Barkey, le duo de London. Donc, c'est ça, un des joueurs les plus intelligents de tout le hockey junior canadien en Berkeley Catton, ainsi que 2 gars qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'intensité, je devrais dire. Fait que je pense que ça aurait été un excellent trio qui aurait peut-être manqué de grosseur. Mais bon, il y aurait peut-être possibilité de brasser la soupe un petit peu, soit avec un 13e attaquant ou quoi que ce soit. Puis 4e trio, Jagger, Luchenko, je sais que c'est très bas de les mettre sur un 4e trio. Mais tu sais, tu peux les faire jouer quand même une dizaine de minutes, mais surtout leur donner le premier désavantage numérique. Puis tu mets avec eux autres soit un Gauthier ou un Howe. Ou quoi que ce soit. Puis 13e attaquant, c'est ça, selon là, ce que tu mets sur l'avantage numérique, mais peut-être Bradley Nadeau comme spécialiste du jeu de puissance ou un plus gros bonhomme. Peut-être un Liam Greentree aurait été bon, juste pour peut-être venir aider sur le 3e trio, là, si jamais on sent qu'on se fait dominer un peu physiquement. Fait que bref, je serais allé avec ça comme ligne à l'attaque. À la défense, Dickinson, Bonk, je sais que c'est 2 gars qui ont connu un tournoi un peu difficile, mais on peut dire de même de tous les défenseurs de Team Canada cette année. Écoute, c'est 2 gars habitués de jouer ensemble, 2 gars d'expérience. Dickinson, Bonk, ça reste ma première paire. J'aurais Schaefer-Gibson comme 2e paire. Gibson, même affaire, les gens le critiquent beaucoup, mais ça a été difficile pour tout le monde. 3e paire, Molendyk avec Carter et Yakimchuk. J'aurais trouvé ça très, très, très intéressant. Molendyk, patin élite, qui vient un peu pallier là, pour le manque de patin de Yakimchuk. Puis Molendyk est très bon défensivement également. Ça vient aussi pallier à Yakimchuk. Mais c'est ça, Yakimchuk capable d'amener beaucoup d'attaques dans cette équipe-là. Puis Zane Parek comme 7e défenseur et spécialiste du jeu de puissance. Mais écrivez-moi en commentaire. Ça aurait été quoi votre alignement de rêve à vous? Si vous êtes sur YouTube, c'est facile d'ajouter des commentaires. Puis si vous l'écoutez en audio, je vous invite à aller virer sur ma page Facebook. Il y a un thread là-dessus déjà. Puis oublions pas, c'est ça que T.J. Ginla, Caden Lindstrom auraient pu faire partie de cette formation-là également, mais qui sont blessés tous les 2. Donc c'est pour ça que je les ai pas considérés. Fait qu'avec ce line-up-là que je viens de monter, l'équipe aurait été beaucoup plus grosse qu'elle était en ce moment à l'attaque. J'ai un petit quiz pour vous. Dans l'édition actuelle de Team Canada Junior, combien y a-t-il d'attaquants de plus de 6 pieds, en fait 6 pieds 1 et plus? Combien d'attaquants y avait-il? Il y en avait 4, dont Cole Baudouin, qui a eu un impact très négligeable, on s'entend. Porter Martin et Carson Rakoff, qui étaient les 13e attaquants et qui étaient... Il y en avait tout le temps un des 2 qui était rayé de la formation. Puis, il y a Callum Ritchie. Sinon, c'était tous des joueurs de 6 pieds et moins. On avait Pinelli à 5 et 9, Catton à 5 et 10, Nadeau, Howe, Luchenko, Cowan à 5 et 11, Catafort, Gauthier, McKenna, Jagger à 6 pieds. On peut pas dire que la défense était très grosse non plus. À part Gibson à 6 pieds 4, Dickinson à 6 pieds 3, c'était pas mal tous des gars de 6 pieds, 6 pieds 1. Ben voyons donc, tu sais. C'était la 2e plus petite équipe de tout le tournoi. On manquait-tu tant de gars dans lesquels qu'on pouvait choisir? C'est absurde. On a laissé des gars comme c'est ça, Seneca, Greentree et compagnie à la maison. Un nom que j'ai pas parlé, en fait, puis qui domine présentement la WHL, je n'ai glissé un mot, c'est Andrew Crystal, que vous avez remarqué, je n'ai pas mis dans ma formation de rêve. C'est ça. Personnellement, je pense que le top 9 que je présente est déjà très bien rempli. Je vois pas où Crystal aurait pu fitter. Puis personnellement, je suis pas le plus grand fan de Crystal à la base, mais bref, même sans Andrew Crystal, je pense que les sélections et les trios que je propose ici auraient, à mon avis, beaucoup aidé la cause du Canada. Mais c'est les sélections douteuses
puis les trios absurdes, puis l'utilisation, à mon avis, insuffisante de Gavin McKenna sont pas les seules erreurs de l'administration de cette équipe-là. Oui, bon, le challenge sur le but de Catafort en troisième période, c'était une erreur évidente et monumentale à partir de notre salon, mais je peux comprendre le gambling qu'il a essayé de faire, même si c'est visiblement un des pires challenges ever. Mais pour moi, ce qui est passé un peu sous le radar, mais qui est injustifiable, c'est l'annulation des pratiques. Parce que oui, l'entraîneur a annulé 3 pratiques. Ils ont eu une défaite contre la Lettonie? Congé de pratique, les boys. Une défaite ensuite contre les Américains? Un autre congé. On a un match de quart de finale sans lendemain qui s'en vient? Pas besoin d'entraînement matinal, guys. You got this. Puis la raison qu'on nous a donnée pour ces congés d'entraînement-là, c'est que les joueurs étaient fatigués. C'est un tournoi à Ottawa. C'est inacceptable. Ce qui m'amène au prochain point. On a beau blâmer autant qu'on voudra la direction pour avoir assemblé une équipe qui manquait clairement d'attaque puis qui a été montée comme s'il devait respecter un plafond salarial, ou on peut encore blâmer Cameron pour ses trios insolites, mais au final, sur papier, l'équipe était quand même la 2e meilleure de tout le tournoi. Puis, tout autre résultat qu'une médaille est un échec lamentable de la part des joueurs. Oui, la Tchéquie, c'est une bonne équipe, mais savez-vous, ils ont combien de gars repêchés en première ronde, la Tchéquie? 2. Jiříček puis Šala. Puis, bon, ils ont peut-être 2-3 autres joueurs repêchés en deuxième ronde, mais c'est tout. Le reste, c'est des gars repêchés en troisième ronde ou plus loin, ou pas repêchés pantoute. On parle même pas de la Lettonie, qui ont 2 seuls joueurs repêchés, dont un gars en 7e ronde. Je pense que Team Canada avait genre 10 gars repêchés en première ronde, puis une bonne pelletée de joueurs repêchés en deuxième ronde également. Même les Américains n'avaient pas autant de first-rounders que le Canada. Fait qu'on peut blâmer le coaching staff et la direction autant qu'on voudra. Au final, les joueurs n'ont pas livré la marchandise. Un peu comme Post Canada. Ils ont été indisciplinés sans bon sens également. Ils ont été improductifs. Je rappelle, le meneur a eu 3 points en 5 matchs. C'est le pire total pour un joueur canadien dans l'histoire du tournoi. Donc en 50 ans. Cette équipe-là avait aucune chimie. Beaucoup de joueurs individualistes. Entre autres, Easton Cowan qui a mangé à la POC tout le tournoi. Sauf qu'il a décidé de passer contre la Tchéquie alors qu'il y avait enfin une occasion de marquer. Bref. Beaucoup de passes à l'aveugle. Je parle pas ici de passes tentées à Andrea Bocelli. En tout cas, je pense pas que c'est exagéré de dire qu'il s'agit possiblement de la pire performance du Canada dans l'histoire du championnat junior. Tout ça me fait définitivement sentir comme une bamba triste. Au final, je vais essayer de voir du positif quand même, d'un point de vue partisan. C'est plate, évidemment, de voir le Canada perdre la sorte pour une 2e année consécutive. Une première, by the way, dans l'histoire de l'équipe. Mais ils méritaient ce sort-là de la manière qu'ils ont joué. Puis ça prouve que le hockey se porte bien ailleurs dans le monde. Puis qu'il y a des pays comme la Tchéquie et la Slovaquie qui deviennent des compétiteurs importants de plus en plus. Puis il y a d'autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, puis peut-être même éventuellement la Lettonie qu'on doit commencer à prendre au sérieux. C'est plus juste un tournoi à 4 équipes. Puis si on peut en arriver à avoir toujours 8 équipes solides année après année, puis entre autres un possible retour éventuel de la Russie, le tournoi va simplement devenir encore plus intéressant qu'il l'est déjà. Puis c'est déjà un des plus beaux tournois, tous sports confondus. Puis le partisan est gagnant là-dedans, même si ça fait mal de voir le Canada se faire planter de la sorte, tu sais. Puis la défaite contre la Lettonie, certes, est très difficile à avaler, mais ça reste un des plus beaux matchs de hockey que j'ai vu. Je n'étais même pas fâché. Je préfère largement cette fin de game-là qu'on a eue qu'une dégelée 12-1 qui gonfle les stats de tout le monde puis qui devient ennuyant après 4 minutes. T'sais. L'an prochain, j'espère de tout cœur qu'on va donner cette équipe-là à Gavin McKenna. Porter Morton va encore être éligible, mais mon petit doigt me dit qu'il va peut-être faire le saut dans la LNH. On va voir. Possiblement, bon, la même chose pour Sam Dickinson et Jet Luchenko. Fait que je me suis posé la question, à quoi pourrait ressembler cette équipe-là l'an prochain? Tout d'abord, Berkeley Catton devrait être de retour et devrait être un joueur important pour cette formation-là. Jet Luchenko, ainsi que Cole Baudouin sont tous les deux éligibles également pour revenir avec l'équipe, ainsi que Matthew Schaefer. Reste à voir si Luchenko va faire le saut dans la LNH. Zane Parekh se doit d'être dans cette formation-là, tout comme T. Ginla, Caden Lindstrom, Liam Greentree et Beckett Seneca, que je ne crois pas vont percer la LNH, sauf peut-être Beckett Seneca.
Parmi les joueurs repêchés en 2024, ben, il y en a vraiment beaucoup qui vont être éligibles. On parle ici de Sam O'Reilly, Marek Vanacker, Sacha Boisvert, Tarek Parasak, Carson Wetch, Ryder Ritchie, Jacob Battaglia, Nathan Villeneuve. À la défense, Taron Smith, Henry Muse, qui a été ignoré cette année, mais qui aurait été un bon candidat. Ben Danford, Charlie Elick, Yark, Harrison Brunick, qui, by the way, pourrait peut-être, lui, faire l'équipe des Penguins l'an prochain. Il a vraiment connu un bon camp cette année. Sinon, est-ce que Michael Hage va enfin recevoir une invitation? Il y a également John Mustard, qui est un autre Canadien qui évolue aux États-Unis et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on en parle à peu près pas. Pour les 2025, Michael Misa, peut-être, en fait, fort probablement, je le souhaite. Ainsi que probablement également Malcolm Spence et Roger McQueen, deux late gros formats que je veux vraiment voir dans cette formation-là. 2025 également des gars de la WHL, donc Carter Bear, Ben Kindle, Lyndon Lakovich, Braden Coots, qui pourraient possiblement percer cet alignement-là. Jackson Smith à la défense serait très, très, très intéressant. Sinon, dans la OHL, il y a Keyshawn Hitchison également que j'ai pas parlé. Dans la Q, est-ce qu'on pourrait voir Caleb Desnoyers ou encore Justin Carbonneau ou Bill Zonon? Ou vont-ils préférer y aller avec des joueurs traités aux petits zonons? Sinon, dans les 2026, il y a Ryan Rubrook, un centre de 6 pieds 4, qui est présentement parmi les meilleurs pointeurs de la OHL cette saison, qui n'est pas à négliger. Puis Ethan Belchetz, un autre gros bonhomme éligible en 2026 de 6 pieds 5. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de gars de 2024-2025, puis que ce sera peut-être pas nécessaire d'aller piger en 2026, à part pour Gavin McKenna. Puis est-ce que Lyndon DuPont, bien qu'il soit dans sa saison D-1 l'an prochain, serait un candidat? Moi j'y crois. T'sais. En l'absence possible de Sam Dickinson et Matthew Schaefer, Lyndon DuPont pourrait être une belle option. Il est jeune, mais malgré qu'il soit jeune et à sa saison D-2, il est déjà un des meilleurs défenseurs de toute la WHL. Donc, que pourrait-il accomplir l'an prochain? À suivre. Donc, mettons que Martin puis Dickinson reviennent, mais pas Luchenko, puis que Schaefer revient également. Ça donne quand même une équipe vraiment pas piquée des verres, je crois. Pour ma part, je verrais quelque chose du genre en termes de sélection et de trio. Greentree, McKenna, Martone, Misa, Catton, Seneca, Iginla, Lindstrom, Hage, Spence, Desnoyers, O'Reilly, avec en backup des gars comme McQueen, Baudouin, Wetch. En défense, Dickinson, Parek, Schaefer, Danford, Taron Smith et Brunicki. Avec en backup, des gars comme Henry Muse, Jackson Smith et peut-être même, comme je disais, Lyndon DuPont, si jamais Sam Dickinson est absent. Fait que c'est ça, t'as tout pour avoir 2 solides vagues d'avantages numériques avec ça, pour avoir un piqué très solide. Là. Je rappelle des gars comme Spence, Desnoyers, O'Reilly, même Iginla et compagnie. Puis, fait que c'est ça, l'équipe est grosse, beaucoup plus grosse que cette année, rapide, avec quand même assez de vieillesse là-dedans. Je pense que tout a aimé de ça, sauf que le problème que je vois possiblement, c'est que si Dickinson et Schaefer sont dans la LNH, la défensive pourrait faire dur et dépendre beaucoup de Lyndon DuPont, chose que tu veux pas nécessairement parce qu'il est excessivement jeune. J'ai peut-être oublié des options. Dites-moi là en commentaire là, si c'est le cas, là, mais soyez polis. Mais personnellement, je serais très, très, très heureux avec cette formation-là. Puis je pense que la porte serait grande ouverte pour une médaille d'or. Considérant que les États-Unis vont perdre beaucoup de plumes l'an prochain sans les Leonard Perreault, puis peut-être même sans James Higgins qui pourrait faire le saut dans la LNH, le meilleur joueur devient pratiquement Cole Eisenman, je crois, dans cette équipe-là. Puis la Finlande traverse un énorme creux de vague depuis quelques repêchages. Donc je pense que la Finlande va avoir des années difficiles devant eux. Fait que cette formation-là du Canada est très sexy à mes yeux et serait très difficile à affronter. Sauf que vous voyez que c'est quand même beaucoup plus difficile de réutiliser des duos qui existent déjà dans la Ligue canadienne. Cette année, c'est un luxe qu'on avait. On n'a pas sauté sur l'occasion, puis je trouve ça aberrant. On l'a même complètement évité dans le cas de Rakoff et Martone, que les deux ont été sélectionnés, mais ils n'ont jamais joué ensemble pour Team Canada. Pourtant, les États-Unis ont non seulement
utilisé Perrault, Higgins, Leonard ensemble à outrance. Ils ont même réutilisé des duos qui avaient déjà existé dans le NTDP il y a quelques années, entre autres Moore et Nelson, puis à date, ça paye. Fait que n'ayons pas peur de donner l'équipe aux joueurs plus talentueux, même s'ils sont plus jeunes. Je sais, les États-Unis ont tout le temps une équipe plus vieille, mais c'est parce que leurs joueurs jouent principalement en NCAA. Fait que, je réitère, un meneur à 3 points pour Team Canada, c'est inacceptable. Il y a 96, je répète, 96 joueurs draft eligible qui ont fait 4 points ou plus dans le tournoi dans les 20 dernières années. Ça veut dire que les 2 meilleurs pointeurs de Team Canada avec 3 points, qui ont été repêchés il y a 2 ans, ont fait pire que 96 joueurs draft eligible dans les 20 dernières années. Puis là-dedans, ben, je compte même pas les D-1 puis les D-2. Là. Ça aussi, il y en a une chier. Tu sais, je rappelle, il y a des draft eligibles qui ont très bien joué dans ce tournoi-là. Oui, je dis souvent qu'il y en a que ça a moins bien été, les McKinnon et compagnie, puis il faut pas se baser sur ce tournoi-là pour évaluer un joueur s'il connaît un mauvais tournoi. Mais évidemment, si un joueur connaît un bon tournoi, on peut le considérer. Tu sais, des joueurs comme Lafrenière, Hall, Tavares et compagnie ont tous terminé avec 2 points par match lors de leur année de repêchage. Fait que c'est pas impensable de dire qu'on donne les rênes à des gars draft eligibles, tu sais. Puis cette année, même, le joueur letton, Oliver Murnix, il a 16 ans, éligible l'an prochain, il a 4 points en 5 matchs. C'est 1 point de plus que les meilleurs pointeurs d'équipe Canada. Sinon, mais la grosse tragédie du tournoi, au-delà de tout ça, là, de cette catastrophe, ben, c'est la perte de Matthew Schaefer. T'sais. Bon, oui, ça a nuit au tournoi, mais je pense pas que le Canada était à un Schaefer près de remporter une médaille. By the way, Schaefer, il a joué un seul match et quelques shifts, puis il est parmi les meilleurs pointeurs de l'équipe. Mais c'est ça, il va manquer, je pense, ces 3 mois. C'est vraiment plate pour son scouting, sauf que j'en ai assez vu, je pense, de Schaefer pour pas mal le lock dans mon top 2. Gros believer de Matthew Schaefer. Puis je suis content parce que avant que le hype pogne sur Schaefer, je vous en avais parlé l'été dernier. Je dis, ce gars-là, top 3. À date, ça regarde bien. Fait que c'est ça. Défaite humiliante pour Équipe Canada. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire autant humilier que ça, c'était Johnny Klebitz dans GTA 5. Fait que, comme dirait Nathalie et René Simard, tourne la page. Revenons sur le repêchage 2025, mesdames, messieurs. Mais d'abord, on va aller voir une pub. Peu importe où je suis, que ce soit en Floride, à Calgary ou à Saint-Pierre-les-Béquets, j'ai toujours à portée de main Elite Prospects Premium afin de comparer des joueurs entre eux, d'utiliser des filtres avancés, de regarder les statistiques des joueurs par partie ou encore pour lire leurs éditoriaux toujours très pertinents, battant ce que ça torche. Avec le code promo BLG30, j'ai obtenu 30% de rabais sur mon abonnement annuel à Elite Prospects Premium et j'ai accès à toutes ses fonctionnalités. Tu devrais faire pareil. Vas-y, fais-le pour toi. BLG30 pour 30% de rabais. À noter que c'était un robot qui parle. Toute ressemblance avec quelqu'un de connu n'est que pur hasard. Ne me poursuivez pas s'il vous plaît, j'ai pas une scène. J'ai un Patreon à 3$ par mois, si jamais tu veux me supporter. Merci, bisous. Pour le Patreon, merci à ceux qui se sont abonnés. Je sais que j'ai pas de contenu additionnel à vous offrir, mais votre support m'aide beaucoup. En même temps, mais je dis que je peux pas promettre de contenu additionnel, mais Veuve m'a dit que j'en mettrai jamais. Clin d'œil. Patreon.com/briser la glace. Lors du dernier épisode, je revenais sur mon top 80 en vue du repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey. J'ai pas vraiment eu de visionnement supplémentaire depuis. Comme je disais, j'ai pris un petit break. Ça m'a pas empêché de me remettre en question sur certains choix que j'ai faits. Le gros cas, c'est Caleb Desnoyers, que j'ai mis 13e, avec mention qu'il aurait, très bien pu être 9e. Mais mon temps passé au soleil durant les fêtes, temps d'ailleurs passé à déjeuner à la française, c'est-à-dire un espresso puis une clope, ce temps-là m'a permis de réfléchir. Puis je pense que Desnoyers aurait dû être 9e et inclus dans le tiers supérieur. En fait, je persiste à croire que Caleb
n'a peut-être pas le plafond offensif qu'un Eklund ou un O'Brien peuvent avoir, mais j'adore son plancher. Ça fait en sorte que je le vois comme un deuxième centre de luxe dans une équipe gagnante. C'est ce qui fait qu'il glisse un peu derrière les autres, compte tenu que je vois pas nécessairement cet upside-là de premier centre. Toutefois, Rocco de The Puck Bunker a dit une phrase intéressante à son sujet. Il a dit « Je sais pas si je vois en lui un centre numéro 1, mais je sais pas si j'en vois pas un non plus. » Autrement dit, j'en vois pas assez pour croire en l'upside de centre numéro 1, mais il n'y a rien qui me prouve qu'il pourrait pas devenir un centre numéro 1 non plus. Tu sais, des fois, il y a des joueurs, justement, que tu as des red flags, puis tu te dis, mais non, ce gars-là, je jouera pas sur un premier trio, mais bon, ça va être un bon gars de milieu d'alignement. Caleb, tu le vois que c'est un gars minimum de milieu d'alignement, mais il n'y a rien, il n'y a aucun red flag qui pourrait l'empêcher de devenir plus. Ce qui lui fait perdre des points dans mon évaluation, c'est ce possible manque d'upside offensif élite-là, mais aussi, son patin qui n'est pas élite. Sauf que là où ça manque peut-être de constance et de cohérence, mon affaire, c'est qu'on peut avoir les mêmes genres de critiques pour des joueurs que j'ai classés devant lui. Carter Bear, je l'adore. Il n'a peut-être pas l'upside offensif le plus élevé non plus. Même chose avec Malcolm Spence que j'ai 6e. O'Brien, upside offensif hyper élevé, mais le patin est vraiment pas élite non plus. Fait que pourquoi j'ai Caleb si bas, en fait plus bas que ces gars-là? C'est quoi mon hostie de problème? En plus, je le dis haut et fort que je le repêcherais probablement 6e ou 7e. Fait que, comme dirait Marc-André Fleury, c'est compliqué. Je parle pas du Marc-André Fleury que vous pensez. En tout cas, bref. Faut d'abord comprendre ici que j'utilise une grille d'évaluation très compliquée, mais qui évalue non seulement les attributs actuels des joueurs, mais qui évalue également les probabilités d'avoir certains rôles dans la LNH. Autrement dit, pour chacun des joueurs, à chaque partie, je répartis des pourcentages de chances que le joueur devienne soit un joueur de franchise, un joueur élite de premier trio, top 6, middle 6, bottom 6, 4e trio, 13e attaquant / AHLer, ou qui devienne un joueur qui va jouer moins de 100 matchs dans la Ligue nationale. Plus un joueur a une projection élevée ou des pourcentages élevés dans les catégories hautes, plus il obtient de points dans mon classement. Puis c'est quand même quasiment exponentiel. Fait que dès qu'il y a une possibilité, aussi infime qu'elle soit, qu'un joueur devienne soit élite de franchise, ou même à partir de premier trio, là, je dirais que le trigger est pas mal là, ça devient très payant. Caleb, c'est un des joueurs qui score le plus fort dans la projection joueur top 6 et middle 6. Quasiment tous ses points sont là. Mais il n'y a à peu près pas de points dans élite puis premier trio. Comme je disais, à partir de premier trio, c'est là que ça devient payant. Puis Caleb, il n'y a pas de points là-dedans tant que ça. C'est pas qu'il est si loin derrière les autres aussi. Je réitère que mon classement est très, très, très serré. Puis que des fois, une ou deux bonnes parties de plus ou de moins peuvent vraiment faire soigner le classement. Juste pour mettre des chiffres sur tout ce que je dis là, en termes de pourcentage pour devenir élite, Caleb est présentement à 1% de chance. Spence est aussi à 1%. Sauf que O'Brien et Eklund sont à 2%, Bear et Lakovic à 3%. On parle d'écarts minimes, mais qui peuvent jouer de 4-5 points sur le score final. C'est autant que ça. Mais c'est assez pour le faire chuter de quelques rangs. Pour devenir un gars de premier trio d'une équipe championne, on rappelle, Caleb est à 11% en ce moment. C'est pas mauvais. Mais j'ai O'Brien puis Bear à 15%, Lakovic à 19% puis Spence à 21% quand même. Fait que c'est pas un si gros écart si on regarde ça de même. Mais encore là, c'est des points qui sont laissés sur la table. Sauf que quand on regarde les catégories pour devenir top 6, Caleb est à 38% de chance de devenir un gars de top 6. C'est un pourcentage qui est supérieur à tous les autres joueurs. Devant lui que je parle. J'estime juste à 3% les chances que Caleb soit un gars de 4e trio au pire. Donc très peu de chances qu'il floppe. Tandis que des joueurs comme O'Brien qui sont à 10%, même Eklund et tout ça est plus élevé que lui. Fait que Caleb, c'est un choix plus safe selon mon modèle d'évaluation. Sauf que même si le risque fait perdre des points, l'upside élite en donne davantage. Puis c'est là que Caleb est un peu pénalisé dans mes affaires. Mais sinon, si on regarde l'évaluation des skills, Caleb il est né à nez avec tous ces gars-là. C'est vraiment juste la projection en ce moment qui fait mal dans mon système d'évaluation. Sauf que là où tout ça est questionnable, c'est que
qu'est-ce qui fait qu'un gars est un centre numéro 1 dans une équipe championne? Je pense qu'on pense à des gars de 80-90 points en montant, tu sais, quand on pense à centre numéro 1 d'une équipe championne, tu sais, un gars avec une grosse touche offensive. Mais est-ce que ça se résume juste à ça? Est-ce que Caleb pourrait plutôt être dans la catégorie des gars comme Patrice Bergeron et Jonathan Toews, qui ont jamais ou très rarement été point per game dans une saison, mais qui étaient des centres élites quand même, on va se le dire? Si je l'évalue dans cette optique-là, Caleb va rapidement jumper, j'estime, entre le 5e et le 7e rang dans mon prochain classement. Puis c'est un peu l'évaluation que j'avais faite de Malcolm Spence, je dirais, que il sera jamais le play driver ni le dynamo offensif, mais il est capable de jouer aux côtés des meilleurs. Il est possiblement capable de jouer, c'est ça, sur une première ligne, puis pourrait avoir une bien meilleure carrière que son rang de sélection. C'est un joueur qui est impliqué, Malcolm Spence, qui est intelligent, un fin marqueur, un vrai bon joueur de hockey. Il est très bon dans son propre territoire, même en fait, il en fait son territoire. Il pisse ses poteaux pis tout. Mais plusieurs de ces qualités-là que je donne à Malcolm Spence, je peux aussi les attribuer à Caleb Desnoyers. Est-ce que le fait que Desnoyers soit un centre rend sa projection sur un premier trio plus difficile? Peut-être. Si Caleb avait été un ailier comme Malcolm Spence, est-ce que je l'aurais mis 7e? Bon, si c'est ça, c'est complètement contre-intuitif, puis ça manque un peu de rigueur de ma part, mais c'est ça. Toutefois, je veux quand même rappeler que Spence score mieux que Desnoyers dans certaines catégories, dont la robustesse et le patin. Puis le patin, c'est une catégorie qui compte pour beaucoup dans mon fichier d'évaluation. Mais bref, tout ça pour dire, soyez pas étonnés si Caleb prend un bon jump dans les prochaines semaines. Le problème, c'est que en ce moment, il y a 12-13 joueurs que je veux dans mon top 10. Fait qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. J'aimerais beaucoup y conserver Eklund, que j'adore puis qui connaît un gros championnat junior. Jackson Smith également, que j'aimerais mettre dans mon top 10, mais qu'en ce moment, je suis pas capable. Parce que le fait que j'ai des gars comme Lakovic et O'Brien dans mon top 10, qui sont pas nécessairement des autres top 10, ça vient un peu tout débalancer, je trouve. D'ailleurs, j'ai publié une compilation de tous les points de Jake O'Brien sur YouTube. Je vous invite à aller voir ça. Ils montrent des gros flashs de playmaking, de vitesse d'analyse élite également. Puis honnêtement, cette compilation-là inclut vraiment pas tous ses meilleurs jeux, parce que souvent, ses coéquipiers sont même pas capables de capitaliser sur ses passes. Son patin s'est beaucoup amélioré aussi par rapport à l'an dernier. Puis je rappelle, c'est pas un nowhere, Jake O'Brien. Il a été à recrue de l'année l'an passé dans la OHL. Il était plus que point per game. Je comprends que sa performance au Linka était underwhelming, était décevante. Il avait l'air, bon, aussi inconfortable que ma femme quand on a écouté le film de Substance. D'ailleurs, film à voir pour les fans de sang, de toton, puis de pilons de poulet. En tout cas, si Caleb Desnoyers risque de monter au cours de mes prochains classements, je pense qu'on peut dire la même chose de Radim Mrtka aussi. Pas aussi haut, mais il pourrait revenir là, dans le range 15 à 25, je dirais. Je m'en cache pas. Je suis pas en amour avec Mrtka. Il y a une belle mobilité. J'espère que Bell vont m'envoyer un chèque pour cette plug-là. Mais je vois pas en Mrtka le patineur élite que plusieurs voient. S'il était, bon, un meilleur patineur à mes yeux, il grimperait plus que ça. Son classement, dans mon top 80, je pense autour du 32e rang, si je me souviens, et possiblement en raison de son début de saison encore qui vient influencer mon évaluation. J'avais vraiment pas aimé ce que j'avais vu en Tchéquie. Son temps de réaction et tout ça était vraiment, vraiment inquiétant. Mais je dois avouer qu'il est mieux en WHL. Il se porte quand même beaucoup plus à l'attaque. Il produit très bien, sauf que, bon, décortiquer un petit peu ses points, là, c'est pas nécessairement du beau playmaking, là, c'est surtout des rebonds et tout ça, un peu comme Silayev l'an dernier. C'est ça, je vois pas tant l'upside offensif d'un défenseur top 4. C'est ça qui me fait peur encore pour Mrtka. Mais ça s'améliore. Puis ça va être un NHLer, je suis convaincu. Mais en première ronde, j'aimerais swinger pour un petit peu plus d'upside offensif personnellement. Puis comme pour Caleb, ben, dès que je vais commencer à augmenter les pourcentages de chances qu'il devienne un gars, disons top 4 ou de première paire, ben Mrtka va skyrocketer dans mon classement. Puis aussi, ben, plus que j'ajoute de visionnement, ben moi, les matchs du début de saison que j'aimais pas ont d'importance. Non seulement, ben, tout ça, c'est une moyenne de tous les matchs, mais chaque match est également pondéré afin de donner tout le temps de plus en plus d'importance aux matchs plus récents. Logan Hensler, c'en est un autre qui pourrait remonter s'il améliore son processing time en NCAA en ce moment. Il s'adapte vraiment mal au jeu universitaire. Mais c'est ça, il y a du potentiel. J'ai pas
tout écouté les matchs des Américains dans le tournoi U20, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Hensler dans les quelques matchs que j'ai vus. Il y a tous les outils pour être un choix top 10. Il y a le gabarit, le patin élite, le lancer, la robustesse. Mais comme j'expliquais lors du dernier épisode, il y a des drapeaux rouges en ce moment par rapport à sa vitesse d'exécution. Ça l'a pénalisé beaucoup. C'est comme ça a pénalisé Murteka, puis comme ça a fait chuter énormément des joueurs comme Trethaway, Boumedienne et Réaume Marlin, que j'aimais pourtant beaucoup avant le début de la saison. C'est un attribut, la vitesse d'analyse, auquel j'apporte excessivement beaucoup d'importance, que je niaise pas avec ça, parce que c'est difficilement corrigeable. Puis si la game est trop rapide au niveau junior ou collégial, ça va être tough d'impro. Puis c'est pourquoi, entre autres, que je détestais Cole Eisenman l'an dernier, malgré ses capacités élites de marqueur. D'ailleurs, quelque chose que j'avais mentionné sur Cole Eisenman l'an dernier, qui est encore, je pense, 100% vrai cette année, il commence ses games en Lyon. Si vous regardez ses 2-3 premiers shifts, là, il est beau à voir, il est impliqué, il frappe. Après ça, il s'efface, il disparaît. Comme les tatous dans Prison Break, ou Johnny Crying, ou ben comme le papier d'aluminium qui a disparu des emballages de barres de chocolat sans trop qu'on s'en rende compte. Est-ce que Eisenman manque de conditionnement physique? Si c'est juste ça, ça va s'améliorer, puis son jeu va vraiment, vraiment s'améliorer. Parce que des fois, peut-être qu'il était tout essoufflé, il ramait. Fait que essayez de porter attention à ça lors de ces prochains matchs. D'ailleurs, parenthèse comme ça, contre le Canada, Eisenman a joué un total de 8 minutes 52, incluant 5 minutes 2 secondes en ce jeu de puissance. Donc très peu utilisé à 55, qui est présentement le 13e attaquant des Américains. Désolé, je saute du coq à l'âne. J'ai une chose, puis un autre, puis je reviens à une autre. Une vraie partie de ping-pong. J'aurais dû appeler ce podcast-là le Ping-Pong Show. On change tout le nom? Écrivez-moi en commentaire si vous voulez que j'appelle ça le Ping-Pong Show. Un autre joueur qui pourrait remonter dans les classements prochainement, c'est Ivan Ryabkin. Pour la petite histoire, Ryabkin, c'est un gars qui était vu comme étant un choix top 7 en début de saison, suite à une saison D-1 exceptionnelle, digne d'être possiblement dans les mêmes discussions que Michkov et Demidov s'il continuait sa progression. Au mois d'août, c'est ça, j'écrivais dans mes rapports préliminaires qui pourrait être la 3e merveille russe de suite, suivant justement les repêchages de Michkov et Demidov, mais j'ai rapidement supprimé ces phrases pour qu'elles ne voient jamais le jour. Parce que sa saison a davantage ressemblé à ça. Ça a commencé avec une production très décevante en MHL. On rappelle la MHL, c'est la Ligue junior de Russie, un calibre excessivement faible. Mais Ryabkin demandait quand même de monter de ligue, il voulait jouer en KHL. Mais ça se faisait pas, donc il a bluffé. Il a dit vouloir s'en venir en USHL. Mais c'était finalement, c'est ça, simplement un levier de négociation afin d'être promu. Il a été promu, mais en VHL, donc la deuxième division. Mais sa production était, encore une fois, excessivement décevante. Il a été rétrogradé à nouveau en MHL. Sa production était encore une fois très décevante en MHL. Puis là, il a touché le fond du baril. Il a été laissé de côté en MHL. Donc c'est ça. Là, on en est rendu que il a terminé son contrat avec le Dynamo de Moscou. Il s'en vient officiellement en USHL. Il est présentement exclu de plusieurs top 32. Je rappelle, c'est un top 7 en début de saison. Voyons voir s'il va savoir renverser la vapeur. Ryabkin, ça demeure un fabricant de jeux excessivement intelligent. Il n'a probablement pas perdu ça. Il a un bon lancer, puis surtout, il peut jouer physique. C'est ce que je trouvais intéressant dans son cas. Il a définitivement un bon profil pour jouer en Amérique, sauf qu'en ce moment, le niveau d'effort est absolument inexistant depuis le début de la saison. Puis mettons qu'il casse tout en USHL, jusqu'où il pourrait remonter dans les classements, tu sais. Personnellement, j'aurais de la misère à le mettre dans mon top 20 en ce moment. En ce moment, tous les joueurs dans mon top 20, je les aime. Puis il y a même des joueurs sur la bubble que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'aurais de la misère à placer Ryabkin là. Je pense que je suis encore traumatisé par ce que j'ai vu de lui jusqu'à présent, par son désintérêt envers le jeu. Puis je dois dire, ça avait l'air d'être du chantage, tout ça. Ça me paraît comme un beau gros drapeau rouge par rapport à son attitude. Tu sais, mettons qu'il a décidé d'arrêter de jouer et de se forcer pour montrer qu'il n'était pas content avec son utilisation.
c'est pas tant une attitude qui me plaît, pour être honnête. Au contraire, si tu veux monter en VHL, remplis le filet, mon gars. Mais non, ça a été très long avant qu'il marque son premier but en MHL. Donc, c'est ça. Ivan Ryabkin, on va voir. Donc, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je garde ça en dedans d'une heure. Je suis quand même fier de moi. Petite tape dans le dos. Je vous remercie, guys, pour votre support. N'oubliez pas de dropper un petit like sur cet épisode, ainsi qu'un petit commentaire, puis partagez-le à vos amis, là, puis tout, là. Ça aide vraiment beaucoup le podcast à se faire voir, ou entendre, en tout cas. Si t'es pas déjà abonné à mes différentes pages, je t'invite également à le faire, afin de ne rien manquer. Ça se passe beaucoup sur Facebook pour les discussions, les annonces, puis tout. Sur YouTube, évidemment, pour toutes les vidéos, que ce soit des vidéos spéciaux que je sors, les shift by shift, j'en ai d'ailleurs beaucoup sortis durant le temps des fêtes. Je t'invite à aller voir ça. J'ai même mis des compilations de tous les points de Martin, Misa et O'Brien. Si vous aimez ça, je peux en ressortir d'autres. Le podcast audio est disponible sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify puis les autres. Je suis également actif sur X puis Blue Sky depuis quelques mois. Je pose beaucoup d'affaires là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas là-dessus, c'est ça. Je vous invite à peut-être l'être. Puis n'oubliez pas, mon code promo BLG30 pour 30% de rabais sur votre abonnement à Elite Prospects Premium. Un produit personnellement que j'adore beaucoup. J'ai aussi un Patreon, si le cœur vous en dit. 3$, mais bon, je fais rien. Dans les prochaines semaines, je vais essayer de voir plus de joueurs, visionner plus de joueurs en vue du repêchage 2025, d'augmenter ma banque de joueurs visionnés à, bon, peut-être 130, peut-être 150, qui sait. Puis je vous en parle lors d'un prochain épisode. Je termine ça avec un petit poème pour Ryan Leonard. Par un beau matin, t'as croisé mon chemin. Tout de suite, on s'est compris. Ça roulait bien. Merci pour votre support et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Merci, bonne nuit.